Alors, avant d'entamer la démonstration par la mise en place des fonctions du laboratoire, c'est-à-dire en fait avant de procéder à la configuration des machines, je voudrais vous expliquer un petit peu l'architecture qu'on va utiliser et puis préciser quelques points. Donc on voit ici sur ce schéma qu'on a deux postes clients qui seront donc en fait représentés lors de la manipulation par des simples Windows XP. Et j'ai utilisé des couleurs ici pour montrer que tout ce qui était sur les lignes bleues là, donc ici, appartenait à un réseau. Et le réseau est écrit ici. Donc c'est le réseau 172.30.00. Donc il faut que ce point-là soit en IP fixe et c'est pour l'instant la seule obligation absolue. Pourquoi? Parce que ce routeur qu'on voit ici est en fait non pas un simple routeur, mais un routeur qui intègre le service DHCP. En fait, là, il s'agit d'une machine qui joue le rôle de box intégrant le service DHCP. Donc le serveur DHCP, c'est cette adresse-là, c'est lui, et la passerelle, c'est cette adresse-là, c'est lui également, sur cette carte-là. Donc celle-ci, je l'ai mis en IP fixe sur ce réglage-là. Et donc toute la ligne qui se trouve ici en bleu doit forcément appartenir au même réseau, 172.30.00. Donc ce PC-là devra recevoir une adresse IP sur ce réseau-là. Et puis j'ai aussi fait en sorte, mais c'est pas du tout une obligation, que cette patte-là du deuxième routeur qui est ici euh, puisse également recevoir une configuration fournie par ce service-là. Donc en fait, cette patte-là, ETH1, là, de mon deuxième routeur, celui que j'appelle routeur R2, reçoit une configuration dynamique. Alors j'ai pas, lors de la démonstration, besoin de présenter toute la configuration des fichiers des interfaces, mais je vous renvoie aux modifications nécessaires à effectuer pour que ça puisse se faire correctement. Le rôle de routeur R2, c'est d'assurer le routage bien entendu entre la zone qui se situe en bas, c'est-à-dire ce que j'ai dessiné en vert, et ce qui se passe ici en haut, en bleu. Donc autrement dit entre le réseau 172.30.00 et le réseau qui va être existant dès lors que ce PC aura obtenu une adresse. Donc pour que ça marche, j'ai configuré également en statique ici, et c'est aussi nécessaire et absolument obligatoire, une adresse IP fixe sur la patte ici du bas du routeur R2. Le rôle de R2, ça va être également d'assurer le relayage des trames émises par ce PC-là, c'est-à-dire en fait les requêtes, vers le service DHCP qui se trouve ici. Donc vous avez le PC qui est représenté ici en orange, le PC client 2. Lui, il doit absolument récupérer une adresse sur le réseau 10. Et cette adresse, il va tenter de la récupérer en exprimant sa demande auprès de ce routeur-là, qui va la bloquer. Pourquoi il va la bloquer? Je le rappelle brièvement, mais ça sera mis en évidence dans la suite de la démonstration. Parce que les routeurs bloquent les diffusions et que ces messages-là sont faits en diffusion. Donc si un message de diffusion est émis ici sur ce câble, il va atteindre cette patte du routeur et le routeur va la bloquer. Comme si un mur ici empêchait la requête de passer de l'autre côté. En bloquant cette requête, elle ne peut donc pas atteindre ce serveur qui ne pourra donc pas y répondre. Donc ce que nous allons devoir faire, c'est relayer, prendre en charge le relayage de cette requête de ce point-là, donc depuis cette adresse-là, là, sur ce point précis, et l'emmener sur ce point précis, c'est-à-dire sur cette adresse-là. Du fait, elle va rentrer ici en communication avec ce serveur DHCP, dans son rôle de serveur, et le serveur doit y répondre. Donc, l'objectif étant que cet ordinateur-là, la PC2, obtienne une adresse IP. Donc, pour pouvoir atteindre cet objectif, il y a encore deux choses qu'il faut que je vous dise avant de passer à la démonstration. C'est que ce routeur-là doit disposer d'une plage pour le réseau bleu, donc une plage ici pour ce PC-là par exemple. Alors ça c'est déjà fait dans ma démonstration, je ne montrerai pas comment c'est fait. Mais
il doit également disposer d'une plage pour atteindre et alimenter ce PC là, c'est-à-dire le réseau que j'ai dessiné en vert. Donc une plage en fait qui fonctionnera sur le réseau 10. Et ça on va devoir la rajouter pour que ce PC là obtienne une adresse sur la bonne plage. Et puis la deuxième chose qu'il faut absolument prévoir de faire pour que ça marche, c'est qu'on va se rendre compte que si on ne le fait pas, ça marchera à moitié, et autrement dit, ça ne marchera pas. Il s'agit en fait d'indiquer à ce serveur, alors je dis serveur, mais c'est à la fois un routeur et un serveur, puisqu'il intègre le service DHCP, donc d'intégrer à ce serveur une route lui permettant d'atteindre cette zone-là. Parce que si vous regardez bien le schéma, il est clair que ce routeur-là, dans sa configuration, il pourra atteindre ce réseau-là, et il pourra atteindre ce réseau-là. Mais il ignore tout de l'existence de celui-là. Donc, je suis contraint d'ajouter une route statique ici, pour lui indiquer comment atteindre le réseau 10, et la technique sera simplement de faire un ajout de route statique en lui disant que pour atteindre le réseau 10, il faut passer par l'adresse située sur ce point-là. Du coup, hop, il va pouvoir descendre ici, franchir ce routeur, se retrouver ici et pouvoir atteindre toutes les machines qui pourraient être configurées ici. Voilà, donc toutes ces opérations vont être démontrées là dans la suite de cette présentation. Assez rapidement parce qu'elle s'appuie sur essentiellement des présentations qui ont déjà été faites ou qui sont par ailleurs déjà utilisées dans d'autres présentations que j'ai pu faire en rapport avec la configuration des HCP, la configuration des IP d'une manière générale. Mais vous aurez tout le loisir de pouvoir observer lors de la suite de cette présentation la configuration. Elle est assez simple, elle est même très simple, une fois qu'on l'a compris. Et les deux points que je viens de préciser sont les points clés, les points fondamentaux. Je les répète une dernière fois. Premier point, créer une réserve d'adresse sur ce serveur DHCP permettant d'alimenter ce réseau-là. Deuxième point, ajouter une route statique à ce service, à ce serveur DHCP, lui permettant d'atteindre le réseau 10. Si ces deux points sont respectés, et que tout le reste est fait dans les règles de l'art, tout va fonctionner du premier coup. Qu'est-ce qu'on peut dire avant de passer à la partie pratique? C'est qu'il ne faut pas oublier d'activer le routage ici sur ce routeur-là, c'est fondamental pour la suite des opérations. Ici, on s'en fout un peu parce que ce routeur-là, il n'a pas forcément besoin d'aller sur Internet pour fonctionner. Mais bien entendu, le but final, c'est que tout fonctionne, et y compris l'accès à Internet. Donc il faut faire les choses jusqu'au bout. Mais on ne va pas forcément tester là, dans la suite de cette présentation. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment tester la capacité de ce routeur-là à relayer les requêtes DHCP ici. Et on finira par une vérification de ping entre ces deux machines. Une fois qu'elles auront établi leur config, une fois qu'elles auront reçu leur config, il devrait être normal qu'elles puissent échanger des trames par un simple ping. On testera ça pour vérifier que tout fonctionne. Voilà, on va maintenant passer à la pratique. Dans cet exercice, on va mettre en évidence le relayage de requêtes DHCP depuis un serveur DHCP Linux et un relais DHCP Linux. Alors pour faire les expériences, j'ai préparé deux postes clients, tout simple, ce sont de bêtes Windows XP, tous les deux configurés pour obtenir automatiquement une adresse. Et au niveau d'un poste ici, donc la configuration elle est de cette manière-là, obtenir automatiquement une adresse IP, ainsi que les paramètres DNS. Et j'ai fait exactement la même chose pour l'autre machine, donc elles sont absolument configurées pareil. La deuxième machine est identique au niveau de la configuration. Alors, ce qu'on peut déjà remarquer, c'est que au niveau des informations, en fait, c'est que cette machine-là apparaît comme étant en erreur. On voit que aucun paquet n'a été reçu, alors que celle-ci, si on regarde son statut, elle a déjà reçu des paquets, elle a l'air de fonctionner. On va essayer d'expliquer, de comprendre pourquoi on en est là. Et je vais préparer l'ouverture de fenêtre de commande ici, pour voir ce que l'on peut faire comme test.
À gauche, vous avez les serveurs. Alors en haut, c'est le serveur DHCP déjà préconfiguré, et en bas, c'est le relais. Et en fait, il s'agit de tout. Ces deux machines sont en fait, celle-ci c'est un routeur avec relais DHCP, et celle-ci c'est un serveur DHCP. Au niveau de l'activité, si je tape cette commande ici sur cette machine-là, je peux voir que en affichant les ports ouverts avec le protocole UDP, alors je vous montre la commande que j'ai utilisée, netstat-anu. Netstat-anu, A pour all, N pour numérique, c'est-à-dire voir des numéros à la place des noms, et U parce que je m'intéresse uniquement au protocole UDP. Ce que je cherche en fait, et je peux le préciser de cette manière-là avec un filtre d'affichage, c'est cette chaîne de caractères. Si elle s'affiche, ce sera la preuve que mon service DHCP fonctionne sur cette machine. Pourquoi ? Eh bien parce que le service DHCP fonctionne sur le port 67. Port du service DHCP, on va mettre. Et vous pouvez voir qu'ici, le port 67 est utilisé sur n'importe quelle machine qui va fonctionner avec le DHCP. Donc si ce port est en activité, et comme vous pouvez le voir sur la ligne qui s'affiche ici, on voit parfaitement que c'est le cas, ça veut dire que la machine est en écoute sur ce port, donc elle est serveur ou relais DHCP. Si j'enlève mon filtre, je le vois parmi d'autres choses, on le voit ici. Là. Ma machine est serveur DHCP ou bien relais. L'autre machine maintenant. L'autre machine, je vais faire la même commande. Et je m'aperçois que là encore, le port 67 est en activité, donc ma machine est serveur ou relais DHCP. On va comparer. On va rajouter l'option P et P pour voir le PID. Et je vais remettre mon filtre pour filtrer ma requête. Donc qu'est-ce qu'on voit? Si je vais agrandir un peu cette fenêtre temporairement, on voit que associé au port 67, il y a un processus numéro 548 qui porte le nom de DHCPD. DHCPD. Pour l'instant, on va comparer avec l'autre. Donc je vais agrandir un petit peu cette fenêtre aussi. Et on va faire la même commande. Donc nestat-nu pipe-grep 2.67. Alors cette fois-ci, on voit qu'on a un processus numéro 487, mais qu'il est associé à un programme qui s'appelle DHC relais. Ici c'est DHCPD, ici c'est DHC relais. Le numéro de PID n'a aucune importance, c'est le numéro du processus actif. Il suffit de le démarrer pour qu'il obtienne un numéro. Actuellement, celui-ci possède le 548, ça n'évoque rien de particulier. Ce qui nous intéresse, c'est de voir ça. DHCPD. Alors, vu le nom, D comme démon, DHCP démon, ça veut dire qu'un serveur DHCP tourne. Ici, on a un DHC relais, ça veut dire qu'un relais tourne. Comment faire pour installer le serveur? Ça fait l'objet d'une autre présentation de démonstration vidéo plus élaborée concernant le DHCP, mais je rappelle les faits. apt-get install isc-dhcp-serveur. Voilà ce que nous taperions pour installer le serveur. Donc ça a été fait sur cette machine. Et sur l'autre machine, ce que j'avais préparé, c'est en fait un petit peu similaire. Mais le mot est relais. Et à ce moment-là, j'installe le relais. Alors, pour ce qui est du serveur, on s'aperçoit ici sur le poste client qui est ici que si je fais un IP config, j'ai déjà une adresse IP. Je vais la relâcher et je vais vérifier qu'elle a bien disparu. Je vais demander un renouvellement de cette adresse. Donc ici, il y a une transaction qui doit s'établir entre le poste client et le serveur. Et on voit que j'obtiens
une information ici. Dans le même temps, grâce à cette commande de journalisation, où je vais m'intéresser à l'activité relative au service qui s'appelle ISC DHCP Server, et je veux voir en continu, c'est-à-dire suivre les événements. Donc je mets l'option "-f" comme follow pour suivre les événements. Donc journal CTL, espace, "-u", espace, le nom de mon service, point service. Alors vous n'êtes même pas obligé de mettre point service. On peut le mettre comme ça marche très bien. Et le "-f" va me montrer l'activité en continu. On va faire entrer. Et on ne va pas se soucier de ce qui est présent, on va se soucier de ce qu'on voit apparaître ici. Alors, vous pouvez voir que vous avez des requêtes qui sont passées, et on va donc les ignorer. On va repartir sur une base simple. Je viens de faire une restitution de l'adresse par la commande ipconfig/release. Je vais pouvoir même le refaire ici, mais vous allez voir, en fait, il ne va rien se passer de vraiment nouveau, puisque ça a déjà été fait à l'instant. Et je vais faire ma commande de demande de renouvellement d'adresse. Et vous allez observer ici ce qui va se passer. Discover, Offer, Request, Acknowledge. Et on voit que, on comprend ici que l'adresse qui a été attribuée à la machine, c'est 172.30.0.11, c'est bien celle que nous retrouvons ici. Donc la communication entre ces deux machines fonctionne. Maintenant, on va faire la même chose ici. Mais ici, en fait, vous ne pouvez pas voir l'activité de service du serveur, mais plutôt celle du relais. Et vous voyez que là, il nous dit qu'il a reçu des paquets de l'interface TH0 et qui semble être une erreur puisqu'il prétend que le réseau est désactivé. Néanmoins, on va essayer ici de faire un ménage et d'émettre une demande de requête. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit rien côté journal ici, mais on voit des demandes qui arrivent via cette adresse IP, ça veut dire au travers de cette adresse. Et on voit qu'elle se répète, discover, discover, discover. Et ici, réseau avec segment inconnu. D'accord? Si j'agrandis un petit peu la fenêtre, vous pouvez le voir mieux comme ça. D'accord? Donc cette machine fait des requêtes, mais celle-ci refuse de le servir. Alors, comment j'ai fait? Je vais vous montrer sur le routeur relais. Dans le dossier etc default, vous avez un fichier qui s'appelle ISC DHCP relais. ISC DHCP relais. Je vais ouvrir ce fichier et je vais vous montrer ce que j'ai configuré dedans. J'ai indiqué ici l'adresse du serveur DHCP qui est ici. L'adresse sur laquelle ce serveur fonctionne. Et quand j'ai fait ça, ensuite, j'ai simplement redémarré le service. Alors j'ai tout simplement fait comme ça. À ce moment-là, en faisant comme ça, ça veut dire que, je vais vous remontrer le fichier, toutes les requêtes qui parviennent à ce serveur, ici, sont redirigées vers ce serveur. Et en l'occurrence, c'est lui. Et on voit qu'il y a une activité réseau qui fonctionne quand il s'agit de lui, mais il y a une activité réseau qui fonctionne à moitié, mais en fait pas complètement, quand il s'agit de cette machine-là. Hein, je vais relancer le renew, regardez bien ce qui va se passer dans la fenêtre ici. On voit le discover qui va se répéter, discover, discover, discover. Votre machine fait des requêtes, mais le serveur ne peut y répondre parce qu'il ne connaît pas le segment réseau qui correspond. Alors résumons. Cette machine-là est le relais DHCP. Je vais vous montrer. On va peut-être d'ailleurs le faire comme ça. Si on regarde l'adresse IP que j'ai configurée sur ma carte réseau ETH0.
elle est sur le réseau 10.0.0.254. Et cette carte réseau est reliée à ce PC. Donc ce PC-là, lorsqu'il fait sa requête DHCP, c'est-à-dire ce qu'il est en train de faire en ce moment même, il envoie sa requête sur forcément son réseau et elle aboutit à cette machine-là, par le biais de cette carte. Et cette machine possède une autre carte réseau qui est sur 172.30.0.12. 172.30.0.12 lui permet d'atteindre la machine qui est ici, qui est le serveur DHCP. Donc, du coup, lorsque le poste client qui est en bas fait sa requête DHCP, elle parvient sur cette carte réseau-là, elle est routée sur cette carte réseau-là et envoyée sur cette machine-là, c'est-à-dire sur tout le réseau qui est ici. Donc ce serveur récupère les requêtes, mais ne peut pas y répondre parce qu'il ne connaît pas de segment réseau correspondant à l'adresse d'où vient la requête. Donc il faudrait que le serveur DHCP qui est ici puisse avoir de quoi servir les clients qui se trouvent sur le réseau 10. On va résoudre le problème en modifiant la configuration que j'ai déjà établie sur ce serveur. Et comme vous le voyez, il y a ici un bloc d'adresse qui permet en fait, un bloc de configuration on peut dire, qui permet à cette machine de distribuer des adresses sur le réseau 172.30, mais aucun sur le réseau 10. Donc je vais créer un deuxième bloc que je vais adapter pour le réseau 10 et je vais personnaliser ce bloc. Alors par exemple, voilà ce qu'on pourrait faire. Hop, voilà. Donc on a une plage qui va de 10.0.0.1 à 10.0.0.100. Et on a le réseau 10 qui est déclaré ici correctement. On va donner l'adresse du serveur DNS. Alors ça peut être n'importe quelle adresse. On va garder celle-ci. Et on va changer le nom de réseau. On va l'appeler réseau 10. Pour bien voir si ça a fonctionné, on va essayer de retrouver ce nom-là tout à l'heure. Le routeur, par contre, le routeur, c'est très important, c'est d'indiquer pour cet ordinateur-là quel sera son routeur. Et son routeur doit être cette adresse-là. Donc je vais modifier l'adresse pour bien indiquer le routeur qui correspond. Maintenant, si on examine la config DHCP, on a nos deux plages d'adresses. Celle-ci qui sert les clients comme celui-ci, et puis celle-là qui va servir, on l'espère, ce client-là. Après avoir fait cette modification, on redémarre le service DHCP, et si on n'a pas d'erreur lors du redémarrage, on va immédiatement, sans trop traîner en tout cas, surveiller l'activité de ce serveur. Alors on voit ici qu'il a démarré à ce stade-là, c'est ce qui nous intéresse. Maintenant c'est ce qui se passe en dessous de ce curseur qui m'intéresse. On va faire fonctionner ce PC-là pour voir si tout va bien. Et a priori, ça continue à fonctionner tout à fait correctement. Et on va faire fonctionner ce PC-là pour voir arriver les requêtes. Et regardez, on a un Discover suivi tout de suite d'une offre. Mais ça tourne en boucle. Encore un Discover suivi d'une offre. Et ça va se perpétuer plusieurs fois comme ça. Encore un Discover suivi d'une offre. Donc, si vous vous souvenez, lors de la précédente présentation qui concernait la découverte du DHCP, du principe de fonctionnement de la relation client-serveur, le client ici est en train de faire une requête qui s'appelle Discover, qui parvient bien donc au serveur, et le serveur y répond par une offre. Mais cette offre doit aboutir au niveau du client pour qu'ensuite il puisse ou pas faire la sélection de cette offre et finalement que le serveur puisse valider cette sélection par une quatrième et dernière requête. Et pour permettre ça, il faudrait que cette machine-là
soit en mesure de répondre à celle-ci, du moins au moins à ce réseau, puisque toutes les requêtes qui sont envoyées par ce PC-là sont récupérées par ce routeur. Donc sur ce réseau qui est composé de ces deux machines, il faut que cette machine puisse envoyer des données, envoyer ses réponses. Et ce n'est pas possible actuellement. Donc comment on fait? Eh bien on va rajouter une route vers le réseau 10. Il ne faut pas oublier de préciser le masque quand vous faites ça. En indiquant la passerelle. Alors la passerelle, la gateway en anglais, c'est donc cette carte-là. Vous verrez sur le schéma qui va accompagner cette présentation les précisions qui vont vous permettre de clarifier cette information. Voilà. Donc maintenant, si j'examine la table de routage de la machine du haut, on peut constater que pour rejoindre le réseau 10, la machine enverra toutes les données à cette adresse. Cette adresse, c'est le routeur qui est ici, qui lui-même les routera ici, qui permettra donc d'atteindre cette machine en toute logique. On va vérifier tout ça en journalisant à nouveau et en demandant à cette machine de refaire une offre. Discover, Offer, Request, Acknowledge. Et regardez ici, ça fonctionne. On va le refaire pour être certain que c'est pas le fruit du hasard. On relâche la trame, vous voyez bien le DHCP release ici se répète 3 fois dans le processus de libération, ce qui est normal sous Windows. Et on va le refaire ici, un renouvellement. Discover, Offer, Request, Acknowledge. Et ici, on a le fonctionnement. Ici, ça continue à fonctionner tout à fait normalement. Renew. Voilà. Et maintenant, pour vérifier que tout fonctionne bien, on pourrait envisager d'envoyer un ping de la machine du haut vers celle du bas ou inversement. Et vous pouvez constater que ça fonctionne. En conclusion de cette opération, eh ben, on a mis en évidence que le serveur DHCP devait avoir 2 plages d'adresses. Je vais vous les montrer à nouveau. Donc une plage qui va permettre de servir les clients qui sont sur le même réseau que cette machine. Et puis la deuxième plage qui permet de servir toutes les offres, toutes les demandes qui émaneraient du réseau 10. Et en faisant en sorte que cette machine-là soit capable de dialoguer avec le réseau 10, ça a été la dernière action qui a consisté en fait à rajouter une route vers le réseau 10. Tant qu'on ne rajoutait pas cette route, vous allez voir, je vais ici vous montrer ce qui se passe si j'enlève la route. Donc là on voit que ça marche plus. Enfin que ça marche plus, j'ai simplement libéré l'adresse, mais je vais supprimer cette route. Alors au lieu de l'ajouter, je la retire. Et je vais vous montrer la journalisation qu'on a pu voir tout à l'heure. Discover, Offer. Et ça va boucler Discover, Offer, etc. etc. Et pendant 1 minute et demie environ. Et ça n'aboutira pas, ça ne sortira pas de là, puisque cette machine est incapable de parler au routeur qui va permettre de rediriger l'offre vers le client. Pourquoi il est incapable de parler au routeur? Parce qu'il en ignore l'existence, étant donné que j'ai supprimé la route permettant de l'atteindre.
Donc, je vais arrêter le processus. Ici, je vais remettre la route. On va relancer ici le processus et ici également. Donc alors, comme j'ai été un petit peu vite dans cette présentation et que j'avais un processus qui tournait encore ici, ça va être un coup pour rien. Il va falloir être patient, une minute et demie au maximum, de façon à ce que cette machine libère le premier, voilà, une minute et demie, vous voyez, on est loin du compte, ça va fonctionner assez rapidement. Mais ça peut aller jusqu'à une minute et demie. Vous voyez qu'à nouveau, ça fonctionne. La machine qui est ici obtient l'adresse IP. Celle-ci, on voit bien dans la journalisation qu'elle a obtenu enfin qu'elle a pu répondre en tout cas, et ces deux requêtes ici sont bien passées vers le réseau 10. Voilà donc cette brève explication de fonctionnement du relayage DHCP au travers d'un relais Linux, et une brève présentation, mais néanmoins suffisante pour comprendre ce qu'il ne faut pas oublier de configurer côté serveur et côté relais. Alors, côté serveur, on vient de le voir, hein, il s'agit de créer le pool d'adresses et ne pas oublier de mettre la route pour atteindre le réseau qui se trouve éloigné. Et côté relais, alors on va se refaire un contrôle des opérations sur le relais. Donc côté relais, en fait, il avait donc suffi de faire l'installation du relais. Je ne vais pas la refaire, mais c'est juste pour vous rappeler l'opération. On avait fait ça. Et une fois que c'est fait, on va dans le dossier etc default. On ouvre le fichier isc-dhcp-relais. Et on indique simplement ici l'adresse du serveur DHCP. Et c'est tout. Une fois que c'est fait, on redémarre le service relais avec cette commande. Et c'est tout. On peut voir, et on l'a vu tout à l'heure, que le port 67 ici est en activité. Mais je vous rappelle que si vous augmentez les options en rajoutant la lettre P comme PID, processus identifiant, vous identifierez le processus et vous remarquerez qu'il s'appelle DHC relais. C'est donc pas un serveur mais bien un relais. Voilà, donc l'opération de relayage DHCP se termine sur cette explication, et elle est similaire à ce qu'elle pourrait être sous Windows quand on met un agent de relais DHCP sous Windows. C'est à peu près la même. En tout cas, c'est la même configuration qu'il faut établir. Elle ne se réalise pas de la même manière sous Windows. On est en mode graphique lorsqu'on utilise Windows standard. Si on est mais si on veut par exemple relayer un Windows vers une machine Linux, vers un serveur Linux, il n'y a aucune difficulté, il n'y a aucune particularité. Inversement, si le serveur est Windows et que le relais est Linux, il n'y a aucune difficulté. Il suffit d'indiquer au moment de la configuration du relais l'adresse du serveur DHCP et de s'assurer de pouvoir le joindre, et de s'assurer que le serveur DHCP puisse joindre les clients qui lui sont éloignés. Et donc ça a été pour dans ce cas-là l'ajout de route que nous avons vu tout à l'heure ici avec cette commande. Voilà, j'espère que cette présentation aura suffi à vous montrer le principe de fonctionnement, en tout cas le principe de configuration. Elle est un petit peu dépouillée au niveau des possibilités, mais vous pouvez installer un logiciel de capture de paquets par exemple sur les machines ici, et puis pourquoi pas faire une capture sur l'agent de relais ou le serveur pour pouvoir y voir d'un peu plus près les échanges. Bon, je terminerai par une remarque, c'est que sur le relais, en fait, il ne se passe pas grand chose quand on visualise le
le journal d'activité système. Donc c'est que une capture de trame qui pourrait nous montrer les informations au moment où elles transitent. Mais il n'y a pas de journalisation effective sur le relais DHCP. Voilà. Bon, donc ma présentation s'achève ici. N'hésitez pas à établir des petits labos de test. N'hésitez pas à voter pour me dire et m'encourager à produire d'autres démonstrations de ce type si cette présentation a trouvé quelconque intérêt à vos yeux.